Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro exceptionnel de Motors Legend où nous allons revivre pour notre plus grand plaisir une saison complète de Formule 1. C'était il y a 29 ans. Direction Buenos Aires pour la première des 15 manches prévues en 73. Nous sommes fin janvier, le grand cirque de la Formule 1 va pouvoir reprendre son programme. Dans le paddock a signalé un visiteur de prestige, Juan Manuel Fangio. La pole a été signée non pas par Emerson Fittipaldi sur sa noire Lotus, mais bien par Claire Regazzoni sur BRM. Le Suisse qui réussit à conserver l'avantage au premier virage devant un François Sévère qui a jailli depuis la deuxième ligne. Et c'est donc parti pour une nouvelle saison avec Regazzoni comme premier leader. Une belle histoire pour Rega, lâché par Ferrari au dernier moment et qui avait en plus refusé une offre de Brabham. Sans BRM, il se retrouvait sans volant. Derrière, néanmoins, on sent que la menace Fittipaldi se précise. Le Brésilien est troisième, il harcèle Sévère, alors que son nouvel équipier, Ronnie Peterson, est juste derrière. Stewart, mal parti, est un peu plus loin. Au 29e tour, changement de leader, Sévère est en tête. Les pneus de Regazzoni se dégradent. Chez Tyrrell, on est optimiste. Sévère est un leader désormais impérial. Mieux, Stewart est remonté jusqu'à la deuxième place. Mais c'est sans compter ce diable de Fittipaldi qui ne relâche pas la pression et garde le rythme des Tyrrell Ford. Au 77e des 96 tours, la tendance est inversée. Fittipaldi est deuxième, Stewart a des ennuis de tenue de route. Du coup, Sévère doit lutter héroïquement pour résister à la Lotus. Le Français souffre de crampes à la jambe droite. Au 86e tour, nouveau changement de leader. Cette fois, Fittipaldi est passé. Les Tyrrell sont terrassés. Le Brésilien l'emporte devant Sévère, Stewart, X, Hulme et Wilson Fittipaldi, le frère d'Emerson, qui prend le point de la 6e place. C'était une course très difficile. La pression pendant toute la course, c'était là. J'ai jamais eu plus de 3 secondes d'avance pendant les 96 tours de la course. J'ai jamais eu plus de 3 secondes d'avance. C'est très difficile. Ça a été une course difficile, mais une bonne course. Emerson a très bien piloté, tout comme François qui a été excellent. Dommage que je n'ai pas été plus dans le coup. Admettons donc que Buenos Aires n'ait été qu'un round d'observation. 15 jours plus tard, on se retrouve à Sao Paulo. Pour la première fois, le Brésil va organiser un Grand Prix comptant pour le championnat du monde des conducteurs. L'équipe Tyrrell dispose sans doute de l'équipage le plus homogène. Mais dans une ambiance torride et survoltée, le public n'a Dieu que pour son idole, Emerson Fittipaldi. Fittipaldi est deuxième sur la grille, devancé qu'il a été par son propre coéquipier, le très rapide Ronnie Peterson. Et c'est parti pour 40 tours de cet ancien tracé d'Interlagos qui développe 7 km 960. Les Brésiliens exultent, Fittipaldi est en tête devant l'autre enfant du pays, Carlos Pace. Ce dernier a jailli depuis la 3e ligne. Stewart et Peterson suivent derrière, Sévère n'est que 8e. Très vite, Pace doit laisser passer Stewart et Peterson. Le pilote de la sortie souffre déjà des pneus. Le duel pour la 2e place est de toute beauté entre Stewart et Peterson, mais il ne dure pas. Le Suédois renonce dès le 6e tour. Cela laisse des positions bien établies avec Fittipaldi devant, Stewart deuxième, puis X sur Ferrari, Beltoise sur BRM et Hulme sur McLaren. Sévère, lui, a des problèmes d'amortisseur, il est déjà à un tour. Rien ne semble en tout cas entraver la marche triomphale du numéro 1 qui se joue des pièges de la piste. Parmi les abandons, à noter ceux de Wilson Fittipaldi, Jean-Pierre Beltoise, alors que Regazzoni s'arrête pour changer ses pneus avant.
Au 30e tour, l'avance de Fittipaldi sur Stewart se monte à 13 secondes. La messe est dite. Le Brésilien se contente de gérer son avance. Il lui faut juste se méfier du trafic dans les ultimes boucles. Sever s'est arrêté au 32e tour pour changer une roue. Il est à 2 tours. Il ne marquera pas de points. Hulme et Arturo Mezzario sur Ferrari sont 3e et 4e. Sur une piste rendue glissante par la poussière et la chaleur, la Lotus ne craint plus rien. Lotus, qui est passé durant l'intersaison des pneus Firestone au Goodyear, n'a pas fait un mauvais choix, semble-t-il. À l'arrivée, Colin Chapman peut lancer sa casquette. Fittipaldi remporte sa 2e victoire consécutive devant Stewart, Hulme, Mezzario, X et Regazzoni. Il est évidemment follement acclamé et compte déjà une bonne avance au championnat, 8 points devant Stewart. Le duel est annoncé entre les deux hommes. La 3e manche a lieu 4 semaines plus tard à Kialami en Afrique du Sud. Le circuit, on le sait, est situé à 2200 mètres d'altitude. Un Grand Prix qui voit l'entrée en scène d'une nouvelle marque, Shadow, avec une voiture pilotée par l'Américain George Follmer. Une nouvelle McLaren également fait son apparition. On l'a compris, chez Tyrrell, on essaye d'améliorer les performances. Le dialogue entre Sever et Stewart est permanent. Manque de pression aérodynamique sur toute la voiture. I haven't gained or lost very much, but it's unstable on the straight. Aux essais, c'est pourtant un accident sérieux que connaît Jackie Stewart. La cause, une défaillance du circuit de freinage. Faute de voiture de rechange, l'Écossais va devoir s'élancer de l'extérieur de la 7e ligne au volant de la voiture de Sever, lequel hérite de la voiture de Stewart réparée tant bien que mal. Une situation loin d'être idéale, on le comprend parfaitement. A noter que la pole position de ce Grand Prix d'Afrique du Sud est signée par Denis Hulme avec la nouvelle McLaren. Il s'agit de l'unique pole dans la carrière du champion du monde 1967. Hulme qui réussit à conserver l'avantage de la pole au premier virage, de justesse devant l'autre McLaren de Scheckter. Fittipaldi est 3e, Revson 4e, Peterson 5e, suivent Rothman et le local Dave Charlton. Stewart, lui, a commencé sa remontée. Les positions restent alors à peu près stables jusqu'au 3e tour. C'est alors que survient l'accident de Regazzoni dans le virage de Crowthorne. Le Suisse n'a pas pu éviter Charlton et il a en plus été heurté par la Surtees d'Elwood et la Ferrari de X. Évanoui au milieu des flammes, Regazzoni ne doit sa survie qu'au courage de Mike Elwood qui plonge les mains dans le brasier pour le secourir. Insensible alors aux drapeaux jaunes qui sont agités sur les lieux du drame, Stewart en profite pour doubler tout le monde. Le voici en tête au 7e tour. Une réclamation sera bien déposée par l'équipe McLaren, mais le double champion du monde, 69 et 71, ne recevra qu'un blâme, autre temps, autre mœurs. Du coup, Stewart se dirige vers une victoire totalement inespérée. Fittipaldi ne peut rien faire. Pire, le Brésilien est à la lutte avec Revson, Mezzario, Hulme et Peterson. Bien malin qui peut dire comment va s'achever cette bataille pour le podium. François Sever, lui, s'est arrêté plusieurs fois. Il navigue à 4 tours du leader. Un vainqueur qui n'est autre que Jackie Stewart, parti pourtant de la 14e position sur la grille. Merci quand même au drapeau jaune.
Il faut ensuite attendre 8 semaines supplémentaires pour la manche suivante, la première en Europe, en Espagne. Un Grand Prix qui a lieu à Barcelone, sur la colline de Montjuïc. Le circuit est long de 3,8 km. Il faudra le parcourir à 75 reprises. Parmi les nouveautés, la Brabham BT42 due à Gordon Murray. Les Ferrari s'annoncent hélas toujours aussi transparentes et Clay Regazzoni est bien là. Son accident de Kyalami n'est plus qu'un mauvais souvenir. Aux essais sur ce tracé vallonné et sinueux, éprouvant pour les pneus et les freins, Peterson n'a pas fait de détails. Il signe la pole avec 7 dixièmes d'avance sur Hulme et 2 secondes sur son coéquipier Fittipaldi, leader du championnat du monde. Au départ, le Suédois conserve l'avantage sur le reste de la meute. Petit à petit, Peterson creuse l'écart. Stewart va bientôt doubler Hulme pour la 2e place. La bataille pour la 3e position oppose maintenant Hulme à Sever et Fittipaldi. Bientôt pourtant, Hulme s'arrête pour changer un pneu, imité ensuite par Sever. Ce dernier perd un tour dans l'histoire, il repart juste devant son chef de file Stewart. C'est alors que Peterson connaît des ennuis. Au 57e tour, il doit s'arrêter à son stand, boîte de vitesse cassée. Auparavant, Stewart a dû lui aussi renoncer, trahi par ses freins. C'est donc coup de théâtre sur coup de théâtre et c'est finalement Fittipaldi qui va l'emporter devant Sever. Un dénouement incroyable dont profite également Vollmer sur la Shadow qui se classe 3e, Revson est 4e, Beltoise 5e, Hulme 6e. Fittipaldi peut s'estimer chanceux, pourtant victime d'une crevaison lente dans les 20 derniers tours. Sa Lotus a été jusqu'au bout, offrant d'ailleurs à Colin Chapman sa 50e victoire en Grand Prix et la 3e en cette année 73. François Sever, on le retrouve ensuite sur le circuit de Zolder, qui est le théâtre à la fois du Grand Prix de Belgique et d'Europe, le 20 mai. En cette année, le Français a clairement franchi un palier. S'il manque encore de la réussite qui fait parfois les champions du monde, il est vraiment au niveau de Stewart pour la performance pure. D'ailleurs, aux essais, Sever a dévancé l'Écossais, même si c'est Peterson qui, une nouvelle fois, a signé la pole, 6 dixièmes devant Hulme. Peterson et Sever, ce sont eux qui tout d'abord mènent le bal. Mais dès le deuxième tour, surprise, Sever est en tête. Mieux, le pilote Tyrrell s'échappe à raison d'1 seconde au moins par tour.
Peterson, lui, contient la meute, parmi laquelle Fittipaldi et Stewart qui sont relativement loin. Pour l'instant, la mainmise de Sever sur le Grand Prix de Belgique est totale. Soudain, X sur Ferrari doit renoncer. Pompe à huile hors d'usage. Il se range sur le bas-côté. Après 10 tours, Sever est toujours en tête avec 9 secondes d'avance sur Peterson. Stewart et Fittipaldi, eux, sont en position d'attente. Mais au 19e tour, ils doublent l'un et l'autre, Peterson. Dès le tour suivant, Sever part en tête à queue. Il réussit à repartir, à remonter et à récupérer ce qui sera une nouvelle deuxième place pour lui. Mais devant, bien sûr, certains en ont profité. Et à ce petit jeu de la tactique matinée de prudence et de clairvoyance, il y en a un qui est plus fort que les autres, c'est Jackie Stewart. L'Écossais signe sa deuxième victoire de la saison, reléguant Fittipaldi troisième à 2 minutes derrière. Magnifique doublé de l'équipe Elf-Tyrrell-Ford et une nouvelle leçon d'opportunisme signée par Jackie Stewart. Le rendez-vous suivant, vous l'avez reconnu, c'est le grand classique parmi les classiques, Monaco. Ambiance glamour, mais ambiance tendue pour cette course à nul autre pareil. Chez Tyrrell, on s'est doté de freins Lockheed au lieu des pinces Girling habituelles afin d'éviter les problèmes de surchauffe constatés en Espagne et en Belgique. Jackie Stewart a signé la pole, 2 dixièmes devant Peterson. Sever, lui, est titulaire du 4e chrono. Le Français qui effectue un départ de rêve puisqu'il brûle la politesse aux 3 voitures placées devant lui. En vol catastrophique en revanche pour Stewart qui ne pointe que 4e à la fin du premier tour. Comme d'habitude, le duel oppose les Tyrrell au Lotus. Hélas, dès le début, Sever touche un trottoir et doit abandonner toute chance de victoire. Stewart se retrouve donc seul face aux monoplaces noires de Fittipaldi et Peterson. Il en faudrait plus pour le troubler et bientôt, sous les yeux de Nora Tyrrell, présente sur chaque Grand Prix, l'Écossais se dirige de nouveau vers la victoire. Sever est loin, mais il n'abdique pas. Sa volonté de revanche après son erreur le conduit jusqu'à la 4e place. Au cours de ce Grand Prix, 2 jeunes pilotes se mettent en évidence. Niki Lauda tout d'abord pointé à un moment donné 3e et James Hunt ensuite qui dispute son premier Grand Prix et qui flirte avec le point de la 6e place. Les deux abandonnent, mais ils ont montré qu'il faudra retenir leur nom.
Devant, en tout cas, c'est la 25e victoire en Grand Prix pour Jackie Stewart qui rejoint Jim Clark dans la légende et Emerson Fittipaldi en tête du championnat. Seuls 4 petits points les séparent à l'avantage du Brésilien. Les deux hommes en sont à 3 victoires chacun sur ces 6 premiers Grands Prix de l'année. Le scénario est parfait. Tout comme pour le Brésil, en début de saison, un autre pays a alors l'honneur d'accueillir pour la première fois un Grand Prix de Formule 1, la Suède. Le circuit d'Anderstorp développe 4 km 0,18 et 80 tours sont programmés. Bien sûr, le chouchou du public, c'est Ronnie Peterson, dont la vélocité n'est plus à démontrer, mais qui n'est pas épargné par la malchance depuis le début de l'année. Comme on pouvait s'en douter, Peterson ne laisse à personne d'autre le soin de signer la pole. 8 petits centièmes devant Sever, Stewart est en deuxième ligne, aux côtés de Fittipaldi. Tout est en place pour un superbe Grand Prix. Le temps est beau, le public nombreux et il y a, comme depuis le premier Grand Prix de l'année, 3 Français au départ, Sever et les 2 Jean-Pierre, Beltoise et Jarier, ce dernier au volant d'une March Ford. Départ impeccable pour les 2 Lotus qui devancent les 2 Tyrrell. Fittipaldi met la pression sur Peterson, mais ce dernier résiste. 2 groupes se sont formés, Peterson-Fittipaldi, puis Sever-Stewart. Les batailles se jouent donc entre coéquipiers. Au 33e tour, handicapé par ses freins, Sever se fait doubler par Stewart. À 10 tours de l'arrivée, Stewart s'empare de la 2e place au détriment de Fittipaldi, dont la Lotus fume. Denis Hulme est juste derrière, Sever lui est 5e. Il reste 5 tours à boucler pour Peterson et ce sera sa première victoire en Grand Prix. Mais le Suédois est aux abois, harcelé par Stewart et Hulme. À 4 tours de l'arrivée, nouveau coup de théâtre. Stewart n'est plus là, problème de disque de frein. L'Écossais a considérablement baissé de rythme et il ne sauvera qu'une maigre 5e place à l'arrivée. Ça n'est pas tout, à 3 tours de l'arrivée, Fittipaldi s'arrête, boîte de vitesse bloquée. Enfin, au 79e tour, la mort dans l'âme, Peterson a dû laisser passer Hulme. Le Néo-Zélandais l'emporte à la grande déception des spectateurs. Sever récupère une superbe 3e place, assez heureuse toutefois. 1er juillet 1973, circuit Paul Ricard, Le Castellet. Le Grand Prix de France se prépare en conclusion de la première demi-saison. Emerson Fittipaldi est toujours en tête du championnat, mais il n'a plus que 2 points d'avance sur Stewart. Le Brésilien va s'élancer depuis la 3e position sur la grille. A noter qu'une nouvelle voiture fait son apparition, l'Ensign, avec Ricky Van Oppel au volant. Graham Hill, lui, est toujours là, à 43 ans. Il pilote une modeste Shadow Ford Embassy. Le jeune Joly Scheckter a créé la surprise des essais en signant le 2e chrono. Mais c'est bien Stewart, l'indiscutable propriétaire de la pole. Il a été le seul à passer sous la minute 49.
Le départ est donné, 54 tours sont prévus, il fait très chaud, les pneus, les mécaniques et les hommes vont souffrir. C'est Scheckter qui se porte immédiatement en tête. Jackie Oliver sur Shadow a cassé son embrayage sur la grille. Sous les yeux de Stewart, Peterson attaque Scheckter. Le Sud-Africain résiste. Sever est un peu décroché à la 6e place. On approche de la mi-course, Scheckter mène toujours, Peterson ne parvient pas à trouver l'ouverture. Stewart semble en attente, Fittipaldi ne tarde pas à se rapprocher, on sent que la situation va se débloquer. Ils sont 5 à être roue dans roue, le suspense est terrible. À mi-course, Stewart n'est plus là. Il s'est arrêté pour changer une roue. Dans le même temps, Fittipaldi a doublé Peterson. 42e tour, le tournant de la course. En voulant doubler Beltoise, Fittipaldi et Scheckter se sont accrochés. Le Brésilien abandonne, suspension cassée. Entre-temps, Stewart, lancé dans une remontée, est aux alentours de la 5e place. L'Écossais accroche finalement la 4e position, ce qui lui permet de prendre la tête du championnat. Mais l'homme du jour, c'est Ronnie Peterson. Cette fois, le Suédois touche à la consécration. La revanche est magnifique par rapport au Grand Prix de Suède, où il avait dû s'incliner dans le dernier tour. Pour son 40e Grand Prix, Peterson s'impose et François Sever se classe 2e pour la 4e fois en mi-course. Peterson-Sever sur le podium où ne figurent pas Stewart et Fittipaldi, c'est dire l'intensité du duel Lotus-Tyrrell en cette saison 73. Le 14 juillet, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. Sever espère toujours sans doute y faire sa révolution nationale et signer sa première victoire de l'année, celle après laquelle il court depuis bientôt 2 ans. Mais pour Colin Chapman et les Lotus, l'important est de continuer sur la lancée du Castellet et permettre à Fittipaldi de continuer sa lutte avec Stewart. L'Écossais joue presque à domicile, mais la concurrence est rude sur ce circuit de Silverstone où Peterson, une nouvelle fois, a signé la pole. Au départ, tout se passe bien. Stewart a pris la tête devant Peterson, Rothman et Scheckter. Le Sud-Africain va alors partir à la faute à l'amorce de la ligne droite d'arrivée. Le reste n'est que l'illustration la plus parfaite d'une certaine idée du chaos. Un carambolage monumental vient donc d'avoir lieu. Une douzaine de voitures sont impliquées. Andrea De Adamic, coincé dans sa Brabham, souffre d'une cheville cassée. Sont éliminés, outre Scheckter et De Adamic, Elwood, Pache, Mass, Beltoise, Williamson et Follmer. Le Grand Prix de Grande-Bretagne est aussitôt arrêté. 1 heure et demie plus tard, nouveau départ. Ils ne sont que 19 sur la grille. Cette fois, Peterson ne se laisse pas surprendre par Stewart et prend d'autorité le commandement.
L'Écossais tente quand même de porter une attaque sur le pilote de la Lotus et commet une des rares fautes de sa carrière. Au virage de Stowe, la Tyrrell part en tête à queue. Elle ne repart qu'en 13e position après s'être offert une séance de tondeuse à gazon. Au 39e tour, changement en tête. Peter Revson a pris le meilleur sur Peterson. James Hunt, le débutant, parade à la 3e place. Finalement, l'Américain conserve son avantage et conquiert la première victoire en Grand Prix de sa carrière. Peterson est 2e, Hulme 3e, Hunt finalement 4e, Sever 5e. Ni Fittipaldi qui a abandonné, ni Stewart 10e ne marquent de points. La manche suivante a lieu en Hollande, sur le circuit de Zandvoort. A noter que Ferrari n'est pas là. Le Commendator, mécontent des performances de ses voitures, a décidé de faire l'impasse sur l'épreuve. La météo est d'abord exécrable, ce qui n'empêche nullement Peterson de signer sa 6e pole position de la saison en 10 Grands Prix seulement. Emerson Fittipaldi, lui, se blesse durant les essais. Il souffre terriblement d'une cheville. Le jeune Lauda sur BRM se classe à la 11e place sur la grille. Pour les Lotus, le début de course va être paradoxal. Autant Peterson part en trombe et mène allègrement le bal, autant Fittipaldi est trop handicapé par sa blessure. Il s'arrête et renonce dès le 2e tour. Stewart et Sever, en tout cas, sont en embuscade derrière le Suédois. C'est alors que le drame survient au 8e tour. Roger Williamson sort dans une courbe rapide, tape la glissière, se retourne, part en glissade à l'envers et prend feu. Les secours n'interviendront que 8 minutes plus tard, une éternité qui fait que Williamson sera déjà mort carbonisé. À mi-course, Peterson a plus de 10 secondes d'avance sur le duo Stewart-Sever. Le Suédois est une nouvelle fois magistral et on se prend à vraiment regretter son début de saison raté. Sans cela, il aurait pu prétendre à la couronne de champion du monde, alors qu'en fait, il part de trop loin maintenant pour espérer. Derrière les 3 hommes de tête, c'est James Hunt de nouveau qui se met en évidence. L'Anglais est au volant d'une March Ford, il peut se diriger vers le premier podium de sa carrière. Devant, Peterson a hélas des ennuis de frein. C'est un scénario classique qui semble se répéter. Le Suédois a beau dominer, il n'est jamais sûr de rien. En l'occurrence, lentement mais sûrement, il perd de son avance et à 6 tours de l'arrivée seulement, il doit s'arrêter à son stand pour abandonner, boîte de vitesse cassée. Dès lors, les Tyrrell ont course gagnée et réalisent le doublé. Sur le podium, Stewart pense au décès de Roger Williamson et commence à parler de sa retraite. Même s'il vient en ce jour de remporter sa 26e victoire en Grand Prix, personne n'avait jamais atteint un tel score. Le Grand Prix d'Allemagne a lieu au Nürburgring sur ce circuit mythique de 22 km 835. Stewart peut commencer à gérer son avance au championnat, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se surcharger avant les essais. Stewart qui réalise effectivement la pole en 7 minutes, 7 secondes, 8 dixièmes. Une demi-seconde devant Peterson alors que Sever est 3e. Les Ferrari, elles, sont toujours absentes, mais Jackie Ickx a trouvé refuge chez McLaren et signe un excellent 4e chrono sur ce tracé qu'il affectionne. Pour Fittipaldi, plus question de tergiverser, il doit frapper un grand coup s'il veut conserver une chance pour le titre.
Au départ, excellent envol des Tyrrell, favorisés par l'abandon prématuré de Peterson dès le premier tour. Un premier tour, regardez, qui ressemble déjà à une promenade de santé pour les voitures bleues. Fittipaldi a des ennuis d'alimentation, ce n'est décidément pas le jour des Lotus. Sur la McLaren, X réalise un sans faute, il est troisième, mais il ne peut pas faire mieux. Les Tyrrell sont intouchables. À mi-course, on trouve derrière le trio de tête Rothman, Pache et Hulme. Fittipaldi se bat avec son frère Wilson pour la 7e place. À l'arrivée, 1 seconde 6 sépare les deux sociétaires de l'équipe Elf Tyrrell Ford. Avec cette deuxième victoire consécutive et sa 5e de la saison, Stewart vient pratiquement de s'assurer le titre. C'est aussi sa 27e et dernière victoire en Grand Prix. À partir du Grand Prix d'Autriche, qui se dispute sur le circuit de Zeldweg, qui développe presque 6 km à l'époque, on peut se demander si François Sever ne va pas être l'homme fort de la fin de saison. On sait en effet que Stewart est prêt à aider son jeune coéquipier, qu'il a pris sous son aile et qui le suit parfois de très près, comme c'était le cas en Allemagne pendant toute la course. En tout cas, sur ce circuit ultra rapide autrichien et très exigeant pour les freins, on attend aussi la réaction des Lotus. Fittipaldi reste sur une incroyable série noire, 1 point marqué dans les 5 derniers Grands Prix. C'est évidemment indigne d'un prétendant au titre. Toujours est-il que le Brésilien réalise la pole devant Peterson, mais c'est ce dernier qui parle mieux. Pire, pour Fittipaldi, Hulme a réussi à se glisser entre les deux Lotus. Cependant, au 15e tour, Fittipaldi s'est emparé de la 2e place. Sever a hélas dû abandonner suite à un accrochage avec Arturo Merzario sur Ferrari, de retour après 2 Grands Prix d'absence. Stewart est maintenant 3e. Au 25e tour, Fittipaldi est pointé en tête. Le Brésilien est manifestement animé d'un profond sentiment de revanche et sur ce magnifique circuit, le spectacle est de toute beauté. Mais hélas pour lui, à 5 tours de l'arrivée, Fittipaldi doit renoncer. Le tubulaire qui relie la pompe à essence au distributeur s'est détaché. Pour une fois, c'est Peterson qui hérite de la victoire et qui signe son 2e succès en Grand Prix devant Stewart. Le titre est de plus en plus proche pour l'Écossais. Ce sera peut-être pour Monza. Carlos Pace est 3e, Rothman 4e, Beltois 5e, Regazzoni 6e. Le 9 septembre, direction donc l'Italie et la 13e manche du championnat. Les pilotes, nous les découvrons d'abord à pied. Une course a été organisée sur un tour du circuit. Stewart semble presque à la peine, alors que Frank Williams a adopté un rythme beaucoup plus rapide et surtout imbattable.
Une image qui évidemment prend toute sa signification quand on sait le destin qui attend l'Anglais. Aux essais, pas de surprise, c'est l'inévitable Ronnie Peterson qui signe la pole, Revson plaçant sa McLaren en première ligne. Les Ferrari chez elles alignent deux voitures, une pour X et une pour Merzario. James Hunt se blesse pendant les essais et ne participera pas au Grand Prix. Stewart ne réalise que le 6e temps, Sever le 11e. En course, c'est d'abord Peterson qui prend le meilleur envol. Merzario casse sa suspension au 2e tour. Jackie Stewart doit stopper pour changer un pneu crevé. Hulme fait de même pour vérifier sa suspension à la suite d'un tête-à-queue. Tous deux sont maintenant très loin. Au 30e tour, Peterson mène toujours devant Fittipaldi et Revson. Stewart lui parvient à remonter jusqu'à la 4e place, ce qui pourrait lui permettre de décrocher le titre à 2 courses de la fin. Encore faut-il que Fittipaldi ne gagne pas ce Grand Prix d'Italie. Et c'est effectivement le cas. Peterson ne laisse pas passer son coéquipier et remporte sa 3e victoire de la saison. Le Suédois est assurément l'homme fort de cette 2e demi-saison, mais l'homme du jour est également Jackie Stewart qui remporte son 3e titre de champion du monde après ceux de 69 et 71. Il est alors pratiquement officiel que l'Écossais annoncera sa retraite après le dernier Grand Prix de l'année prévu aux États-Unis. Auparavant, il faut en passer par le Grand Prix du Canada sur le redoutable circuit de Mosport, une piste dont le tracé est de presque 4 km. Chez Lotus, malgré le titre envolé, on garde le sourire et son sens de l'humour. Peterson signe d'ailleurs la pole, mais le jour de la course, il pleut dès le lever du jour. La pluie ne cessant pas, le départ est retardé. La piste reste en tout cas humide et piégeuse. Les incidents des essais et du warm-up ne se comptent plus. François Sever connaît des ennuis mécaniques et doit pousser sa Tyrrell. Tout le monde ou presque part à la faute, même Peterson qui a signé la pole 1 seconde pile devant Revson, une nouvelle démonstration du Suédois en dépit d'une sortie de piste. On retient donc son souffle au moment du départ. Tous les pilotes sont en pneus pluie. Le début de course est marqué par la domination de Niki Lauda sur BRM. L'Autrichien vole littéralement sur une piste qui commence pourtant à s'assécher.
Hélas pour lui, son équipe se trompe de pneus au moment de son arrêt. Il perd tout espoir de remporter sa première victoire. Stewart souffre aussi des pneus qui chauffent trop. Tout le monde est bientôt obligé de s'arrêter car les conditions météo s'arrangent franchement. C'est donc le balai des stands qui commence et le classement devient un casse-tête pour les chronométreurs. Seule certitude, Peterson n'est pas verni. Victime d'une crevaison, il a heurté une glissière. Sever, lui, s'est accroché avec Scheckter. C'est l'abandon pour les deux hommes. Pire, le Français a les deux chevilles foulées. Du coup, et comme les débris de la Tyrrell jonchent la piste, la direction de course décide d'envoyer en piste le safety car, qu'on n'appelle pas encore comme ça à l'époque. On parle d'une voiture officielle chargée de neutraliser la course. Quand les voitures sont de nouveau lâchées, personne ne sait exactement quel est le classement. Il semble que la lutte doive opposer les deux jockeys, Oliver et Stewart, ainsi que Fittipaldi. En fait, émergeant de la confusion, c'est Peter Revson qui s'impose et qui remporte son deuxième Grand Prix de l'année. Fittipaldi est deuxième à plus de 30 secondes, Oliver troisième, Beltoise quatrième, Stewart cinquième et Ganley sixième. Le dernier Grand Prix de l'année va avoir lieu aux USA sur le circuit de Watkins Glen. Nous sommes début octobre 1973 et il est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'enjeux. Un Grand Prix marqué à tout jamais par la disparition de François Sever. Le Français trouve la mort au cours des essais. Ironie du sort sur le circuit qui avait vu sa seule victoire en Grand Prix 2 ans auparavant. Le petit monde de la Formule 1 est sous le choc, tant François faisait l'unanimité par son charme, sa gentillesse et son talent. Au-delà même de ce sport, la disparition de Sever frappe l'opinion française tout entière quand la nouvelle parvient en Europe. Beaucoup se souviennent encore d'avoir pleuré ce petit prince de la vitesse qui s'en était allé à tout jamais. Jackie Stewart, Ken Tyrrell, tous les membres de l'équipe sont atterrés. L'Écossais devait participer à son 100e et dernier Grand Prix. Il décide de déclarer forfait en signe de deuil. Le professeur Stewart a en effet perdu son élève le plus fidèle et le plus brillant. Jean-Pierre Beltoise, beau-frère de François Sever, s'aligne lui au départ. Le reste n'est qu'anecdote, le cœur n'y est plus. Il faut quand même s'élancer pour 59 tours. Sans surprise, Peterson a signé la pole devant Rothman. Ganley s'arrête au 12e tour pour faire vérifier sa suspension. Au 20e passage, Peterson mène devant Hunt, Rothman, Hulme et Scheckter. Fittipaldi a des ennuis de tenue de route. James Hunt inflige à Peterson une pression terrible. Le Suédois résiste vaillamment au jeune Anglais déchaîné. Du côté des abandons, à signaler ceux de Pache, Elwood, Maas, Lauda et Scheckter. Fittipaldi suivait d'ailleurs le Sud-Africain quand ce dernier est sorti de la piste. Il n'a pu l'éviter qu'en freinant de manière désespérée. Ses pneus ont aussitôt été détruits ou presque. Il s'arrête pour en changer, perdant une place au profit de Revson. Les positions ensuite restent stables jusqu'à l'arrivée. Peterson remporte sa 4e victoire de l'année, 7/10 devant Hunt, Rothman est 3e, Hulme 4e, Revson 5e et Fittipaldi 6e.
Un succès qui est le 7e de l'année pour Lotus contre 5 à Tyrrell. En conséquence, c'est l'écurie de Colin Chapman qui enlève la Coupe intercontinentale des constructeurs avec 92 points, 10 unités devant sa rivale. Ferrari n'est que 6e avec 12 malheureux points. Du côté du classement des pilotes, Stewart est titré avec 71 points, Fittipaldi est 2e avec 55 points, Peterson 3e avec 52, François Sever est 4e avec 47 points. Un Sever qui n'est plus là et bientôt chez Tyrrell, ce sera Stewart qui ne sera plus là également. Le nouveau triple champion du monde et recordman des victoires en Grand Prix s'arrête là, dans la douleur et la tristesse, malgré un palmarès à l'époque unique en son genre.